Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur Transformers Rise of the Beast. Ça fait plus d'une semaine maintenant que le long métrage est sorti, et maintenant on va pouvoir en parler plus librement avec, bon je vous préviens tout de suite, un full spoiler dans cette vidéo, mais bon je pense que vous serez une majorité à l'avoir vu maintenant, mais bon, au cas où je préfère prévenir. Bref, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est sorti sur les forums Transformers ces derniers jours, à savoir un résumé complet de la première projection test du film qui a eu lieu en juillet l'année dernière, donc il y a presque un an. Donc il faut savoir que les projections test c'est quelque chose d'extrêmement courant à Hollywood. En fait simplement le studio sélectionne un panel de spectateurs censés être représentatifs, il les amène dans une salle, il projette le film qui évidemment n'est pas terminé, donc c'est à dire que les effets spéciaux sont pas finis, le travail de voice acting n'est pas fini, mais ça permet d'avoir une idée globale du scénario et surtout d'avoir un retour de la part des spectateurs. C'est quelque chose de super courant, et Paramount a donc fait ça pour Transformers Rise of the Beast, et en l'occurrence sur le forum TFW 2005, donc qui est le forum Transformers le plus actif sur internet, on a eu droit à un résumé complet venant de quelqu'un qui a vu le film l'année dernière du coup en projection test, et qui peut donc, maintenant que le long métrage final est sorti, nous faire une liste des différences entre la version de base et la version que l'on a connue, donc il y a maintenant plus d'une semaine. Bref, voilà, donc accrochez-vous, on va partir dans cette version alternative quasiment de Rise of the Beast, avec pas mal de différences qui touchent principalement au début et à la fin du film, et qui changent quand même des éléments assez majeurs. Le premier changement de taille dans cette version donc du coup préliminaire de Transformers Rise of the Beast, eh bien c'était tout simplement la scène d'introduction. Le film ne commençait pas par Unicron qui dévore la planète des Maximals et Scourge qui se bat avec Epling et qui finit par le tuer, c'était tout simplement un début directement sur Terre, avec une narration d'Optimus Prime qui débutait en fait dans la scène où on le voit au début, donc c'est-à-dire dans cette fameuse, cette espèce de parking en fait simplement où il y a plein de bus, et parmi ces bus, eh bien il y avait un Decepticon, et ce Decepticon c'était Transit. Alors, on va revenir sur lui juste après, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, dans la première version de Rise of the Beast, il n'y avait pas du tout de séquence sur la planète des Maximals. En fait, on nous expliquait juste plus tard comment est-ce qu'ils étaient arrivés ici, ce qu'Unicron était, etc. Mais en fait, et ça pour le coup c'est quelque chose, je trouve qu'ils ont bien fait de changer, on ne voyait jamais Unicron en action avant qu'il arrive sur Terre. En fait, on nous présentait juste la menace qu'il représentait, on avait vite fait des hologrammes de ce à quoi Unicron ressemble en mode planète, mais en fait, le mode planète en lui-même n'était simplement pas présenté. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient dans tous les cas prévu de faire et qu'ils ont juste pas fait à ce moment-là parce que l'FCGI était pas fini? Honnêtement je pense pas, je pense que c'est vraiment un cas un petit peu comme Bumblebee où en fait la scène d'intro a été radicalement changée, qui devait au début se passer sur Terre, parce qu'on rappelle que Bumblebee devait lui aussi commencer sur Terre avec une scène complètement différente, et au final on a eu droit à la scène sur Cybertron, et pour Rise of the Beast, même chose, au début on devait commencer directement à New York, et donc on a eu finalement la scène sur la planète des Maximals, qui est super sympa, honnêtement, ça fait découvrir un autre monde, on voit Epling aussi qui du coup n'était pas dans cette version de Rise of the Beast au départ, bref, c'est que du bon à ce niveau-là au niveau des changements, surtout que le Decepticon, donc Optimus trouve et attaque, il s'agit de Transit, donc un personnage qui a été coupé assez tard dans le développement du film, tout simplement parce qu'il a déjà eu des artworks, même des artworks promotionnels, et je serais même pas étonné qu'il ait déjà un petit jouet ou deux en réserve et qu'il finisse par sortir à un moment ou à un autre. Bref, tout ça pour dire, Optimus traquait Transit et pas l'inverse, c'est quelque chose d'assez important à noter. En fait, ce qu'on nous explique au début du film, c'est que à l'image de Shatter et Dropkick dans Bumblebee, les Decepticons continuent d'envoyer vers des planètes un peu partout dans l'espace des Decepticons sans reconnaissance pour tout simplement débusquer Optimus et les Autobots, et donc Transit faisait partie de cela. Et donc ce qu'on apprend à ce moment-là, c'est qu'Optimus, pendant les 7 ans qui sont passés entre Bumblebee et Rise of the Beast, il a traqué des Decepticons qui étaient venus le chercher avant qu'il puisse transmettre un message à Cybertron en disant que les Autobots étaient sur Terre. Donc à ce moment-là, Transit attaque Optimus, ils se battent, etc. Donc dans ce fameux parking, enfin simplement, où la scène prend place dans le film final, donc Optimus se transforme pour la première fois et voit donc le signal de la clé Transwarp, là en l'occurrence c'était censé être une scène de baston, et donc à ce moment-là, Transit évidemment ne veut pas rivaliser avec Optimus Prime, quand même faut pas déconner, mais par contre il se moque de lui, il le taunt en quelque sorte, en lui montrant par exemple des hologrammes d'exécution d'Autobots sur Cybertron, en disant voilà t'as abandonné les quelques survivants qui restaient sur ta planète, et voilà ce qu'on est en train de faire d'eux en quelque sorte. Donc à ce moment-là Optimus aurait tué Transit de façon assez brutale, apparemment c'était à coup de hache, d'après la personne qui a vu du coup la projection test de l'époque, et donc après avoir tué Transit, Optimus aurait balancé son cadavre, enfin sa dépouille si vous préférez, dans le lac situé juste à côté, ou dans la mer, en fait je sais pas exactement à cet endroit ce que c'est, et donc ce qu'on aurait vu c'est Transit atterrir, donc sa dépouille, au fond du lac, avec plein d'autres dépouilles de Decepticons, ce qui aurait donc montré qu'Optimus en avait tué déjà pas mal.
Et honnêtement, je peux comprendre pourquoi cette scène a été coupée. Déjà en tant que scène d'intro, ça claque moins que la scène des Maximals. Mais surtout, ça veut dire que dès le début, on te présente un Optimus qui est limite un meurtrier, dans le sens où oui, ok, il se défend, il veut juste pas être débusqué, très bien, mais alors entasser des cadavres au fond d'une rivière... Bon, voilà, Steven Caple a pas mal parlé d'ailleurs de cette scène en interview en disant qu'effectivement, les retours qu'il avait eu sur cette dernière pendant les projections test étaient vraiment pas bonnes, mais que on pourrait quand même a priori la voir dans les scènes coupées des DVD, des Blu-ray, donc qui sortiront dans quelques mois. J'ai quand même hâte de voir cette scène pour me dire, ok, ils étaient allés jusque-là, bon finalement voilà, ils sont pas allés jusqu'à mettre cette scène dans le film final, même si ça a été envisagé, de ce qu'a dit le réalisateur, mais au final non, et donc le film commençait ainsi, écran titre après cette scène, et on coupait donc directement, on commençait ensuite l'intrigue de Noah, donc ça pour le coup, tout ce qui est en fait autour des humains, globalement sur le parcours de Noah et Elena, ne changeait vraiment pas trop. En réalité, le seul changement que la personne a noté, c'était le fait que, en fait, à la fin, on n'avait pas cette petite séquence où on voyait notamment Elena qui était reconnue en tant que chercheuse pour avoir découvert un temple au Pérou. Cette séquence-là a été rajoutée, mais en fait, globalement, le reste, c'était exactement pareil. Donc les personnages n'ont pas été extrêmement changés. Donc ça, c'est le premier changement majeur. Maintenant, je vais vous parler des changements un petit peu plus mineurs avant d'arriver à la scène de fin qui, pour le coup, était complètement différente à plus d'un égard. Bref, tout d'abord, on avait quelques plans supplémentaires sur Eraser qui annonçaient notamment son arrivée dans la scène du musée, parce que c'est vrai que dans le film final, elle arrive juste et elle attaque les Terrorcons et elle les fait fuir en quelque sorte. Elle sort un peu de nulle part, Eraser, à ce moment-là, on va pas se mentir. Le fait est que, dans le film de base, on avait donc Eraser qui volait un petit peu au-dessus de New York, après que Elena ait découvert, du coup, la fameuse statuette, en fait, de faucon. Donc on aurait vu, en fait, le personnage se déplacer un peu au-dessus de New York. Alors je peux comprendre pourquoi ils ont enlevé ces scènes-là. Peut-être que ça aurait été un peu trop surréaliste d'avoir simplement un gros oiseau qui se balade au-dessus de New York sans qu'aucun humain ne réagisse. Parce que, encore, dans les rues de Cusco, bon, c'est un peu gros déjà, je trouve. Mais alors dans les rues de New York, ça aurait été quand même un peu abusé. Donc voilà, c'était un premier changement, on va dire, mineur noté par la personne. Un autre point noté, c'est notamment par exemple cette scène où Bumblebee explique à Optimus que les humains ne sont pas tous mauvais et que Prime lui répond « Oui, je sais qu'il y a déjà un humain qui a été sympa avec toi », donc faisant référence à Charlie dans Bumblebee. Il faut savoir que toute cette scène-là, donc des Autobots qui regardent entre guillemets de loin ce qui se passe au musée pour veiller sur Mirage et sur Noah, donc qui était parti en infiltration. Cette scène-là n'était pas dans cette version du film à l'origine. Bumblebee par contre tenait déjà ce discours à Prime, mais c'était dans le hangar, donc là où ils se retrouvent tous, et non pas dans cette scène-là. Donc voilà, l'ensemble des dialogues ont été un petit peu étalés à deux endroits différents. Bon, ça pour le coup c'est un changement vraiment mineur. De même notamment au moment où Elena et Eraser se rencontrent, en fait, elles ont plus d'interactions, notamment entre elles, donc c'est-à-dire elles vont avoir plus de dialogue, discuter un peu, etc. Mais bon, dans le film final, elles ont quelques lignes de dialogue qui s'échangent, mais moins apparemment, même là pour le coup c'est encore une fois, c'est des petits changements pas très importants. Maintenant, là pour le coup, on est sur une scène, ou plutôt un traitement de personnage entièrement différent, qui ne change pas fondamentalement le film, mais qui permet de comprendre pourquoi ces deux persos ont été un petit peu moins exploités que les autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, ce que j'ai pu dire notamment dans ma critique du film, c'est que Arcee et surtout Wheeljack sont des personnages un poil sous-exploités. Arcee un peu moins, mais Wheeljack c'est quand même assez notable. Et le fait est qu'à la base, ils devaient avoir une relation un peu différente et surtout avoir des interactions un petit peu plus poussées, mais qui n'ont pas été gardées pour une simple raison, c'est qu'en fait, ça correspondait peut-être pas assez au personnage pour Paramount, pour Steven Caple, peu importe qui a pris cette décision d'enlever ces scènes, mais en fait de base, Wheeljack et Arcee étaient censés avoir une espèce de vibe de vieux couple qui se supporte plus, comme un couple divorcé qui se retrouve, qui est forcé de travailler ensemble, c'est un petit peu l'idée, et en fait ça donnait quelque chose d'assez chelou, parce que ça sous-entendait déjà qu'ils avaient été en couple, ça à la limite c'est pas quelque chose de complètement impossible à adapter sur grand écran, c'est super facile à adapter, mais par contre c'est vrai que ouais, ce côté un peu Arcee qui aurait été saoulé de voir Wheeljack par exemple au début, des sous-entendus un peu bizarres, etc. Ouais, d'après la personne, c'est une bonne chose que ça a été coupé, même si ça enlève un petit peu de tension émotionnelle dans la bataille finale, parce qu'au final, dans la version de base, Arcee et Wheeljack, le fait qu'ils combattent côte à côte, ça illustrait justement le fait que au final, ils comptaient quand même un peu l'un sur l'autre, ils tenaient l'un à l'autre, alors que bon, dans le film qu'on a au final, oui, ils sont juste l'un à côté de l'autre, mais parce que ils sont dans le même camp, en quelque sorte, c'est grosso modo l'idée. Une autre scène un peu rigolote de Wheeljack qui a été coupée, c'est notamment au moment, donc
donc où Wheeljack est introduit, et qu'il nous montre donc un gros plan sur la ville, donc on voit à ce moment-là une vision dans ses lunettes, avec les différents trucs, notamment les scans thermiques, etc., qui permettent de voir où est-ce qu'il faut aller, et à ce moment, donc Optimus aurait dit à Wheeljack qu'il ne comprenait pas, et Wheeljack lui aurait tout simplement donné ses lunettes, donc les fameuses grosses lunettes de Pablo. Optimus aurait donc mis ces trucs, et donc aurait pu voir ce que Wheeljack voyait, donc où est-ce qu'il faut aller dans la ville, dans Cusco, etc. C'était une scène apparemment assez rigolote, bien foutue, et qui surtout avait un vrai potentiel comique, on va dire. Elle n'a pas été gardée, et d'après la personne, c'est un peu dommage, j'avoue que j'aurais bien aimé voir ça. Bon, il y a déjà des fanarts qui se baladent d'Optimus avec les lunettes de Wheeljack, j'avoue, ça aurait été drôle. Un autre point qui a aussi été modifié dans ce script, c'est simplement la façon dont les humains et les Autobots rencontrent les Maximals. Alors grosso modo, la scène n'est pas fondamentalement différente, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent bel et bien dans la jungle, l'introduction de chaque perso, donc de Cheetor, Rhinox, Optimus Primal, c'est la même, ça pour le coup ça ne change pas. En revanche, Cheetor et Rhinox étaient présents avant dans le temple, donc le fameux temple où Elena et Noah essaient de trouver la moitié de clés transwarp et se font poursuivre ensuite par des petits freezers. Pour le coup, à ce moment-là, donc Rhinox et Cheetor devaient les courser et devaient surtout les emmener dans la jungle au moment du coup vers l'endroit où ils vont retrouver Optimus Primal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut notamment voir un plan dans le premier trailer de Rhinox dans cette grotte. C'est pour ça d'ailleurs ce fameux plan un peu sombre. En fait, il était dans le temple, il était dans ce truc sous Cusco. Et en fait, il coursait ensuite les humains pour les forcer, entre guillemets, à aller vers la jungle. Bon, voilà, à ce niveau-là, ça a été aussi supprimé, et de même, d'ailleurs, un truc qui a été, je trouve, supprimé, et que c'est vraiment bizarre à mon sens, c'est l'explication du nom d'Optimus Primal. C'est-à-dire qu'au moment où Optimus Primal s'introduit à Optimus Prime, en mode, même c'est Eraser à ce moment-là toujours qui dit, Optimus Primal, personne ne relève le fait que Optimus Primal a le même nom qu'Optimus Prime. Le fait qu'ils s'appellent tous les deux Optimus, ça n'a jamais été mentionné dans cette version-là du film, et ça c'est vraiment un truc pour le coup, heureusement qu'ils l'ont expliqué dans le film final, parce que le public déjà aurait été complètement désorienté, en mode pourquoi il y a deux Optimus, pourquoi est-ce que c'est pas expliqué, le fait d'avoir ajouté cette petite ligne de dialogue en mode je tiens mon nom de toi, en tant que guerrier cybertronien, ok, c'est bon, on comprend, on sait d'où ça vient, cool. Mais de base, c'était pas censé être le cas, et honnêtement, ça pour le coup, je pense que c'est un point qui avait été vraiment critiqué par les audiences des séances test, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté cette petite ligne de dialogue, qui est vraiment bienvenue. D'ailleurs, autre chose aussi qui a vraiment été modifiée en profondeur, c'est la façon dont Eraser introduit en fait son enjeu et l'enjeu des Maximals dans le film. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs dans la version finale de Rise of the Beast, on a déjà vu ce qui arrivait à la planète des Maximals, on les a déjà vus un peu en action, on a même déjà entendu le nom d'Optimus Primal, bref, on sait ce qui leur est arrivé. Or, là, dans le film final, on aurait découvert tout ça en même temps que les Autobots, ce qui veut dire qu'Eraser aurait passé un beaucoup plus long moment à faire de l'exposition pure et simple, notamment à ce moment-là, elle aurait tout simplement projeté des hologrammes avec ses yeux, donc d'après la personne, c'est un petit peu comme ce que faisait Optimus dans le film de 2007, quand il projetait des hologrammes, justement, donc soit des visuels de la Terre, soit des visuels de Cybertron, pour que Sam, notamment, et Michaela comprennent ce qui était arrivé à leur planète, et c'est notamment là qu'on voit Megatron pour la première fois. Donc en fait, Eraser aurait fait plus ou moins la même chose avec son monde. Certaines scènes auraient été pareilles, notamment on aurait vu quelques Scorponok courser les Maximals, on aurait vu un peu un premier visuel d'Unicron, et à ce moment-là d'ailleurs Optimus aurait dit que Unicron pour lui n'était qu'un mythe, et donc qu'il n'y croyait pas, qu'il pensait que c'était juste une vieille légende, là où dans le film final on sait qu'Optimus connaît Unicron, alors peut-être que là aussi il se dit que c'était qu'un mythe, mais en tout cas on n'a pas plus développé ça dans le film final, on sait juste qu'Optimus connaît Unicron, il sait entre guillemets qui c'est, il a une idée de qui c'est, mais il l'a jamais rencontré. Voilà, c'est grosso modo ça. De même, un personnage qui a été un petit peu modifié, même si c'est pas en profondeur, c'est le personnage de Stratosphère. Alors ce qu'il faut savoir, donc, c'est que dans le film final, Stratosphère se transforme pour la première fois donc à New York, donc quand Mirage, Arcee, etc. disent ouais, on va devoir voler dans Stratosphère, on n'a pas le choix. Dans la première version du film, à ce moment-là, il devait simplement y avoir une scène où Mirage disait comment on va au Pérou, cut directement sur Stratosphère, donc là on aurait pu croire que c'était juste un simple avion délabré, et on aurait découvert à ce moment que c'était un Transformer. Stratosphère se serait toujours transformé plus tard dans le film, donc il n'y avait pas d'histoire ils n'avaient pas fait le modèle 3D du robot, etc. Non, c'est juste qu'ils pensaient l'introduire différemment. Bon, c'est juste un choix différent, Stratosphère était exactement le même personnage, il avait exactement le même design, donc à ce niveau-là, rien de fou, juste la façon dont le perso était introduit était un petit peu différente. Pareil, une blague un peu vaseuse qui a été coupée d'une version à l'autre et qui c'est pas plus mal honnêtement, c'est la scène où donc Noah redonne le gant de Mirage à Mirage, du coup, il lui redonne son espèce de gant qui lui permet de se protéger et de communiquer, et là Mirage lui dit non mais t'inquiète pas, tu peux le garder, juste demande pas d'où ça vient, de quelle partie de mon corps ça vient. La blague s'arrête là dans le film final. Dans le film de base, Wheeljack devait rajouter une petite blague en mode ça vient de ses fesses. Voilà.
Heureusement que ça a été coupé, on est d'accord. Un autre changement assez notable quand même entre les deux versions, c'est le personnage de Scourge. Alors en termes de design, il avait, dans la première version qui a été montrée à l'époque, son design qu'il a sur les concept art et sur les visuels promotionnels, donc est un petit peu différent. Mais il leur avait précisé déjà à l'époque que le design allait évoluer, et d'ailleurs d'après la personne qui poste ce post-là, il y avait déjà des scènes où le design du perso avait été modifié. Donc en fait le design qu'on a eu là, c'est bel et bien le design qu'il était toujours censé avoir. Tout ça pour dire que, en tant que personnage, Scourge était légèrement différent. En réalité, on a globalement le même parcours pour le personnage, c'est le méchant principal du film, il travaille pour Unicron, etc., etc., ça ne changeait pas. Par contre, il y avait quelques bribes de dialogue qui laissaient sous-entendre qu'il était vraiment sous l'emprise d'Unicron et qu'en fait il en souffrait. C'est-à-dire que par exemple, quand Unicron le torture à distance, donc comme on voit dans le film final, à ce moment-là, il disait à Scourge « Je vais faire de ta vie un enfer », et Scourge lui répond « C'est déjà le cas ». Donc ça aurait rajouté peut-être un petit peu plus de profondeur au perso, surtout quand on sait que dans la bataille finale, au moment où Optimus se bat contre lui, il aurait plus ou moins laissé entendre que même s'il voulait arrêter la clé transwarp et arrêter de faire transporter Unicron sur Terre, il ne le voulait pas, et apparemment ça laissait sous-entendre que Scourge était vraiment en fait contrôlé de A à Z par Unicron, mais pas par sa propre volonté. C'est pas une histoire de corruption en mode Unicron lui a fait une sorte de pacte, en fait limite un pacte avec le diable, non, c'est vraiment juste un contrôle mental pur et simple, un petit peu à la manière presque, on va dire, de Galvatron dans le film de 86, qu'Unicron torturait à répétition, mais qu'au final, il s'est retourné contre lui. Scourge, c'était quand même un peu plus poussé, parce qu'il était vraiment dévoué à Unicron, il y avait que 2-3 moments où son affiliation, on va dire, chancelait un petit peu, mais voilà, au final, dans le film qu'on a connu, Scourge, il est méchant de A à Z, même si on nous explique là aussi que son âme est contrôlée par Unicron, etc., mais en fait, jamais on nous montre un autre Scourge que le Scourge grand méchant qu'on connaît dans le film. Je peux comprendre pourquoi ça a été modifié, mais en même temps, j'avoue que ça aurait été cool d'avoir un petit peu plus de profondeur sur le perso. Maintenant, j'avoue que donner de la profondeur sur un perso qui, en fait, déglingue tout sur son passage et tue, surtout, à la fois Bumblebee, à la fois Mirage, à la fois indirectement aussi Eraser, et qui, en fait, juste est un grand méchant, lui donner un petit peu des trucs en mode « Ah, mais en fait, non, je fais pas exprès », oui, sauf qu'au final, autant dans ce cas en faire un méchant à full, parce que, apparemment, d'après la personne donc, qui a vu la projection, en dehors de ces deux petites scènes, Scourge, le reste du temps, était toujours aussi méchant, en fait. Jamais il y avait cette espèce de truc en mode, peut-être qu'il peut se retourner contre Unicron ou se délier, entre guillemets, de son contrôle mental. Jamais. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit, dans ce cas, quitte à ne pas développer le perso, autant aller à 100% dans le côté, c'est un grand méchant aussi, contrôlé à 100% par Unicron, sans que l'on puisse savoir s'il le veuille ou non, en quelque sorte. D'ailleurs, toujours d'après cette description, Mirage était réellement insupportable dans la première version du film. Bien sûr, dans le film qu'on a connu, dans Rise of the Beast, il a ce côté un petit peu, il veut faire le beau, il fait des petites vannes, etc., etc., ok. Mais apparemment, dans la version de base, il était vraiment limite, on pouvait pas le blairer. Ce que je suspecte personnellement, c'est que Pete Davidson a peut-être réécrit quelques lignes de dialogue, parce que justement Steven Caple a lui-même dit que le fait d'avoir Pete Davidson en studio avec lui pour enregistrer ses lignes, ça lui a donné des envies de modifier certaines phrases de Mirage peut-être, et en fait je pense que l'acteur lui-même a dû apporter sa patte en fait tout simplement au perso, et c'est peut-être comme ça qu'on s'est sorti d'avoir un perso réellement à 100% insupportable, ce qui est assez fou parce que Pete Davidson, je sais que de base il est justement détesté pour le fait qu'il est un peu over the top, un peu c'est un humoriste quoi, il me semble à la base, et au final c'est peut-être lui qui a rendu Mirage un peu plus blairable on va dire, et ça c'est assez rigolo. Pareil, au moment donc de certaines scènes au Pérou, on a pas mal de changements, notamment quand Eraser est corrompu par Scourge, donc avec cette espèce de petite puce entre guillemets qui balance sur elle, qu'il arrive à tirer sur elle, à ce moment-là, Eraser ne se contrôle vraiment plus, et c'est-à-dire qu'au moment où Optimus Primal est sur le point de la tuer, elle n'a pas cette espèce de retour à la raison où elle lui dit voilà, fais ce que tu dois faire, tu connais notre serment, etc. Non, elle est juste méchante de base, et d'ailleurs Optimus Primal ne la tue pas juste en compressant en fait son ventre, parce que ce qui se passe, juste il lui casse le cou. En fait, globalement, c'est comme ça qu'il l'a tuée à la base, parce qu'elle était devenue 100% une Terrorcon, en quelque sorte, et je peux comprendre pourquoi ça a été modifié aussi, c'est-à-dire que ça rajoute un peu d'émotion sur la scène, Optimus Primal est obligé de la tuer, alors qu'elle-même est encore un petit peu consciente, mais qu'elle a conscience qu'elle ne résistera pas au poison, entre guillemets, des Terrorcons, au contrôle mental, en tout cas, des Terrorcons. Donc c'est une scène qui est beaucoup mieux, je pense, dans la version finale, parce qu'au final, si à la base Optimus Primal lui tordait juste le cou, ça enlevait peut-être un tout petit peu de la
beauté, on va dire, de cette scène. De même, au niveau de certains événements de la bataille finale, on a la mention des Predacons aussi, et ça c'est quelque chose qui a été coupé, notamment quand Unicron envoie tous les Scorponok, donc au moment où Scourge demande des renforts, où il balance du coup quelques Scorponok sur la Terre, à ce moment-là, il y avait un plan où Optimus Primal disait « des Predacons », donc ça, elle confirme, même si les jouets l'avaient déjà confirmé auparavant. Mais voilà, donc les Scorponok de Rise of the Beast sont bel et bien des Predacons, sans doute contrôlés aussi par Unicron, ce qui est intéressant à savoir, mais ça apporte pas plus d'infos, parce que ça limite, ça pose encore plus de questions. Bah, où sont les autres Predacons? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont tous morts? Est-ce qu'ils sont ailleurs dans la galaxie? Mais on sait pas. Mais j'espère vraiment que dans la continuité de Rise of the Beast, les Predacons ne sont pas morts, parce que ça veut dire que pour tout nouveau film, on se prive des Predacons, on se prive de Megatron 2, on se prive de Black Arachnia, ou de tous les persos en fait qui étaient dans l'équipe à la base. Donc ouais, j'espère que ils sont juste peut-être ailleurs, parce qu'ils sont juste enfuis aussi, et que juste les Scorponok aussi ont été corrompus, mais voilà, on sait pas, mais en tout cas, il était fait mention des Predacons, là où dans le film final, c'est pas du tout le cas, et je me dis que c'est peut-être pas plus mal, finalement. Alors maintenant, on passe aux grosses différences entre la version du film que l'on a connue et la version de base. Ça concerne en fait toute la séquence de fin du film, à partir du moment donc de l'affrontement, on va dire, entre Optimus et Scourge, jusqu'à la scène finale, c'est-à-dire le moment où Noah est recruté par les G.I. Joe. Première chose, c'est que déjà la façon de désactiver le pont spatial, c'est-à-dire avec un code, c'était pas du tout ça au départ. Au départ, ils utilisaient des morceaux d'Eraser, c'est pas une blague, pour en faire une bombe. Alors, oui, ça n'a aucun sens, c'est peut-être que la personne raconte très mal ça, mais en gros, il y avait une idée comme quoi le spark d'un Maximol est capable de servir de bombe. Je sais pas d'où ça sort, honnêtement, et c'est pas plus mal que ça ait été changé, ça aussi, parce que ça aurait rajouté un élément un peu stupide, honnêtement, et un peu bizarre, en mode, un Transformers mort peut te servir de bombe, super. Donc ouais, c'est comme ça qu'ils étaient censés désactiver la machine en balançant une bombe sur la truc de commande et que ça explose. Bon, heureusement, c'est pas ce qui a été gardé au final, surtout que dans la bataille telle que c'était à l'époque, non seulement le coup de la bombe ça marchait pas, et il finissait par faire le coup du code. Je comprends vraiment pas ce truc. Honnêtement, là pour le coup, heureusement qu'ils ont juste fait un truc simple, c'est-à-dire, il y a un code pour désactiver la machine, ils ont trouvé les deux moitiés du code, et Lena doit rentrer le code, et c'est tout. C'est simple, c'est efficace. Heureusement que ça aussi, ça a été changé. De même, donc Mirage, pour le coup, son sort reste le même, c'est-à-dire qu'il se fait tuer par Scourge, mais à la différence près qu'il ne revient pas dans une scène post-crédit, donc ça sous-entend que Mirage devient une combinaison de façon permanente pour Noah, ce qui implique que Noah se balade jusqu'à la fin de ses jours, et se battra peut-être jusqu'à la fin de ses jours avec des bouts d'un cadavre de Transformer. Voilà. C'est un peu ce que ça implique, là où dans le film final, en fait, on a plus la sensation que c'est une espèce d'ultime transformation de Mirage avec les quelques morceaux de corps qui lui restaient, pour devenir une combinaison, et surtout qu'on sait que Mirage peut se changer à peu près en ce qu'il veut, donc c'est pas incohérent, en fait, ça sous-entend qu'il a survécu, tout simplement, que lui et Noah, entre guillemets, ne forment plus qu'un, till all are one, finalement, et donc Noah, une fois sa bataille terminée, va juste reconstruire Mirage à partir de cette armure, qui sans doute contient encore son Spark. Moi personnellement, c'est comme ça que je le vois, et c'est plus logique. Là où au final, le coup de Wade devient une armure à jamais, c'est un peu glauque, moi je trouve, c'est pas ouf. Donc ça, c'est un premier changement. Un autre changement, et qui est pour le coup le plus majeur de toute cette fin du film, et qui aurait été vraiment bizarre, honnêtement, encore une fois. Donc, dans la bataille finale, au moment où Scourge a été tué, Optimus fait exploser la clé de Transwarp, et donc se fait aspirer par l'espèce de trou noir, entre guillemets, généré par le pont spatial qui est en train de se désintégrer. En fait, c'est un petit peu comme à la fin de Dark of the Moon, sauf que là, pour le coup, Optimus aussi se fait emporter. Donc, dans le film qu'on a connu, Noah vient sauver Optimus, Optimus Primal vient sauver Optimus Prime, et tout est bien qui finit bien, ils s'en sortent tous. Dans la fin de base du film, Optimus ne s'en sortait pas. Il se faisait aspirer lamentablement par le vortex. Alors oui, effectivement, c'était une forme de sacrifice, très bien. Mais du coup, ça nous privait d'Optimus Prime à la fin, ça donnait une fin un peu douce amère finalement, c'est-à-dire que Optimus était juste disparu, et surtout on nous montrait qu'Optimus était dans l'espace avec Unicron, et en fait ça sous-entend que peut-être Optimus allait se faire corrompre par Unicron à son tour.
Et ça aurait vraiment été une idée de merde pour le coup. Parce que déjà, le coup de Nemesis Prime, on nous l'a fait une fois dans The Last Night et c'était nul. Je veux dire, la façon dont ça a été fait, c'était vraiment éclaté. Donc ils nous auraient déjà repromis ça une autre fois, alors qu'on sait très bien que le Optimus Prime principal ne veut pas être corrompu. Surtout que là, en l'occurrence, on parle d'un Optimus qui n'a que 2 films à son actif. Vous n'allez pas me faire croire qu'il aurait été corrompu et donc on aurait été obligé de le tuer dans le film suivant. Ça aurait été n'importe quoi. En plus, surtout, ouais, ça donnait une fin un peu bizarre, et apparemment, d'après Steven Caple, dans cette projection-là, en fait, les gens n'avaient rien eu comme réaction, ils étaient pas heureux de la fin du film, ils étaient pas satisfaits, parce qu'il y avait ce côté, on va vraiment nous servir un Nemesis Prime, là, un Nemesis Prime du pauvre, alors qu'on a déjà eu Scourge dans le long métrage, qui lui-même, même s'il n'y a pas eu cette théorie de Optimus du Bayverse, d'ailleurs c'était pas le cas dans la version de base non plus, Scourge aussi est un pseudo-Nemesis Prime, en quelque sorte, il se transforme aussi en camion. C'est littéralement un robot qui a la même forme de corps qu'un Optimus, plus typé The Last Night pour le coup. Donc, ouais, nous faire un autre coup d'un méchant qui est un peu un Optimus, et qui en l'occurrence là est l'Optimus principal, ça aurait vraiment été une idée pourrie. Heureusement que ça a été modifié pour avoir du coup la fin que l'on connaît. Donc ça, c'est le premier gros changement. Le deuxième, c'est bien évidemment la scène de fin où Noah se fait aussi recruter, mais par le Secteur 7 et pas par les G.I. Joe. Alors, une chose à savoir, il y a une rumeur qui a circulé après la sortie du film, en fait directement après, comme quoi à la base c'était censé être le Secteur 7 et que pour couper les ponts avec le Bayverse, on a remplacé ça par les G.I. Joe. Et bien en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, le fait d'avoir les G.I. Joe à la fin, c'était l'idée depuis le début. C'est une idée notamment apportée par Steven Caple et par Anthony Ramos, qui était vraiment chaud à l'idée d'intégrer les G.I. Joe à l'univers Transformers, mais c'est une idée qui a été validée extrêmement tard par Paramount, ce qui fait que tant que c'était pas officialisé, tant que c'était pas sûr, toutes les projections tests se sont faites avec un pseudo Secteur 7 du coup qui recrutait Noah, mais ça n'avait jamais été le plan. Au départ, en fait, c'était soit les G.I. Joe, soit rien en quelque sorte, mais le Secteur 7 en lui-même n'était pas envisagé comme étant partie prenante de l'histoire ici. En fait, on pourrait simplement même dire que le Secteur 7 est devenu les G.I. Joe dans cette continuité, ça marcherait tout aussi bien. Le fait est que c'est seulement 3 semaines avant la sortie du film, enfin pour la première du film, que ça a été approuvé par Paramount, parce que je pense que ça impliquait en fait, au-delà simplement du fait d'intégrer les G.I. Joe et le concept des G.I. Joe, ça impliquait aussi, je pense, tout un tas de trucs au niveau des licences, parce que Hasbro, a vendu entre guillemets la licence Transformers à Paramount pour faire des films, donc il y a un contrat, et peut-être que le fait d'impliquer les G.I. Joe, ça impliquait aussi des questions de contrat, de négociation entre Hasbro et Paramount. Peut-être pour ça que ça a mis beaucoup de temps, parce qu'en fait, Steven Caple dit bien que dès le début, lui, il souhaitait intégrer les G.I. Joe à la fin pour simplement les avoir dans la suite, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre, c'est que le Secteur 7 n'a jamais été envisagé dans le film, par contre les G.I. Joe c'était le cas, mais pour des raisons de négociation entre Paramount et Hasbro, ça n'a été révélé qu'à la fin, et surtout ça a été mis qu'à la fin, ce qui a fait que les projections tests se sont faites avec le Secteur 7. Voilà globalement comment ça s'est passé. Bref, voilà pour les principaux points qui ont été modifiés entre la première et la version finale, en fait simplement, de Transformers Rise of the Beast. Alors bien évidemment, je me doute que dans les commentaires, il y en a certains qui vont me dire que ça aurait été bien d'avoir gardé la scène avec Transit, que Scourge aurait été mieux avec un petit peu plus de développement, etc. etc. Oui, en soi, je peux comprendre. Bon, déjà, pour la scène avec Transit, rassurez-vous, on la verra a priori assurément dans les scènes coupées du Blu-ray. Donc on la verra d'ici quelques mois. Pas de souci à ce niveau. Pour le reste, c'est juste en fait le processus de développement d'un film, il y a des idées qu'on garde, des idées qu'on garde pas, et c'est justement ce à quoi servent ces projections tests, à prendre la température auprès du public et à modifier des choses en conséquence. Je veux dire, si vous saviez le nombre d'autres trucs qui, dans Transformers ou dans n'importe quel autre film, ont été modifiés comme ça en cours de production, vous seriez surpris. Je pense que prenez votre film préféré, il y a des chances qu'il ait eu de gros changements entre le début de la post-prod et la fin de la post-prod, notamment à cause à cause ou grâce aux projections tests. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, cette première version de Rise of the Beast était assez différente, et honnêtement, heureusement que ça a été modifié, notamment, la scène avec Transit encore c'est une chose, mais la fin avec Optimus Prime qui se fait aspirer dans l'espace et qui nous tease un pseudo Nemesis Prime encore, non, ça aurait été vraiment pourri. Honnêtement, non, c'est une bonne chose d'avoir gardé cette fin finalement plus joyeuse, c'est une bonne chose, ça permet en plus au film de se tenir entre guillemets à lui seul, c'est-à-dire que oui, il y a le season de G.I. Joe, oui, on sait qu'Unicron est encore vivant, mais en fait le film commence ses intrigues et les conclut de façon satisfaisante, là où avoir un Optimus qui finit dans l'espace, ça aurait été vraiment éclaté à mon sens.
Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous pensez de cette première version de Rise of the Beast, est-ce que vous l'auriez préféré même à la version finale, dites-moi tout ça, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.